Bonsoir et merci de votre fidélité à la chaîne du service public. Il y a environ un mois, le gouvernement béninois a lancé l'opération de libération des espaces publics dans les principaux centres urbains. Un mois après, quel bilan peut-on faire de cette opération? Quel devenir pour les espaces libérés? Pour en discuter, j'ai sur ce plateau messieurs Ghislain Ounou, directeur général du développement urbain. Bonsoir, monsieur Ounou. Bonsoir, monsieur Marat. Sylvérius Raoul Faladé, c'est le secrétaire général de la mairie de Cotonou. Bonsoir, monsieur Faladé. Bonsoir, monsieur le journaliste. La première question à monsieur Ounou, pour rappel, il faut dire que la libération des espaces publics comportait deux phases, si je ne m'abuse. Une première qui consistait à libérer les trottoirs, les terre-pleins centraux, des principaux axes routiers de certains centres urbains, comme je l'ai dit, Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey, Calavi, Ouida, Boycon, Abomey, Semepoji. Il me semble que certaines villes ont rejoint l'opération. La deuxième phase comportait justement les autres espaces, les voies secondaires, tous les espaces publics naturels. Est-ce que, monsieur Ounou, on peut dire aujourd'hui que la première phase est totalement achevée? Merci bien, monsieur Marat, et merci encore pour l'opportunité que vous nous donnez de faire un peu le point sur l'opération de libération des espaces publics. Comme vous avez eu à le dire, à le rappeler, l'opération couvre Cotonou, Porto Novo, Semepoji, Abomey Calavi, Ouida, Abomey, Boycon, Parakou. Et actuellement, elle progresse toujours. À Cotonou, la plupart des rues envisagées ou bien planifiées pour faire objet de libération au départ ont été exécutées, mais n'empêche, il reste encore quelques rues faisant objet de la première phase de l'opération. Dans les autres villes également, les principaux centres, dans les autres principaux centres urbains, les grands axes également ont été traités. Et pour faire rapidement le tour à Parakou, l'opération a balayé la plupart des grands axes, des principaux axes. À Abomey Boycon, elle est pratiquement terminée. C'est les aspects de nettoyage qui se poursuivent. À Ouida, elle a démarré un peu tardivement par rapport aux autres villes, donc elle se poursuit sur un certain nombre d'artères également. À Cotonou, l'opération a débuté, elle se poursuit normalement. C'est vrai qu'on a balayé beaucoup d'axes prévus et il reste encore quelques qui doivent être terminés. L'opération était prévue pour durer un mois, ça veut dire que c'est une prolongation? Non. Ah bon? L'opération n'avait pas été prévue pour durer un mois. On avait dit du 2 au 31 janvier, sauf si je me trompe. Non. On avait dit à partir du 2 janvier. Ah bon, d'accord. Du 2 janvier, l'opération, on avait demandé aux populations, dans la phase de communication, on avait demandé aux populations de prendre les dispositions elles-mêmes pour libérer avant le 31 décembre. D'accord. Et que le gouvernement allait prendre les mesures pour entrer dans la phase active de l'opération dès le 2 janvier. Donc, c'est toujours en cours. Très bien. Je ne sais pas si vous posez la question, parce que le terme de domaine public, espace public, n'est pas toujours clairement compris. Je sais qu'en période d'inondation, on reproche souvent aux populations d'être dans les zones d'écoulement d'eau. Est-ce que les bas-fonds qui sont occupés, par exemple, par certaines populations, est-ce que c'est des domaines publics? Tout à fait. Et je crois qu'on va y arriver parce que le relevé du Conseil des ministres qui instruisait le ministère du cadre de vie pour prendre en charge cette opération demandait au ministère expressément de prendre les mesures pour libérer tout ce qui est espace public. Et à comprendre par espace public, c'est le domaine public Il y a naturel, il y a artificiel. Le domaine public naturel, le domaine public artificiel. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est le domaine public artificiel, constitué de la plupart des voies aménagées. Donc, on aura une autre phase de l'opération qui va s'étendre sur le domaine public naturel. La deuxième phase dont j'ai parlé tantôt. Voilà. Mais des villes comme Natitengu, qui n'étaient pas sur la liste, je crois, ont intégré l'opération. Elles n'ont pas intégré
directement l'opération. D'accord. Parce que l'opération, il y a eu un temps de planification qui a été consacré d'abord à la planification de l'opération, au marquage. Donc, toutes les villes qui ont émis le souhait de rentrer dans l'opération doivent obligatoirement passer par ces différentes phases également. Donc, Nati Dengue ne va pas se lever pour commencer par libérer les espaces publics sans ce préalable-là. Toutes les autres villes qui souhaitent intégrer l'opération, la logique de l'opération également, sont tenues de faire cette planification et nous allons voir au niveau central comment les accompagner. Monsieur le secrétaire général de la mairie, Monsieur Faladé, est-ce que de l'opération de marquage à celle de libération définitive des espaces publics, la mairie a été impliquée totalement? Oui, merci monsieur le journaliste. Je crois que votre question, encore une fois, m'offre l'opportunité de réaffirmer la position de la mairie de Cotonou, que les gens ont diversement interprété d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'il y a eu des passes d'armes, hein, mais c'est derrière nous. Tout à fait, derrière nous, je suis d'accord avec vous. Et je vous ai dit que la mairie de Cotonou, tout comme d'ailleurs toutes les mairies du Bénin, je ne vois pas à quel niveau l'autorité municipale pourrait, ou communale pourrait dire qu'elle n'est pas en phase avec la décision prise par le gouvernement. D'ailleurs, pour ce qui concerne le cas de Cotonou, je voudrais vous dire que cette décision du gouvernement ne vient que renforcer les actions que la ville de Cotonou avait elle-même déjà inscrites dans ses priorités. Mais est-ce que vous avez été impliqué L'implication ici, dont vous parlez, je vous le dis, à la phase préparatoire, nous avons pris part à beaucoup de réunions au niveau du ministère du cadre de vie, ça je l'avoue. Et quand bien même il y a eu quelques situations au cours de ces réunions-là qui ont montré clairement que l'objectif était, avec ou sans la mairie, on pourra quand même mener à terme les opérations. Nous avons pris part à un certain nombre de réunions. Mais je voudrais dire à ce sujet que dans le cadre de ces réunions, il a été clairement demandé à la mairie de Cotonou de faire un point. Je crois que le directeur général du développement ne peut pas me démentir. Il a été constamment demandé à la mairie de Cotonou de faire un point sur comment, tout en restant en cohérence avec ce qui va être fait sur le territoire de Cotonou, de faire un point, même assorti des éventuels impacts que ça pourrait avoir sur le budget municipal. Et je crois que ce point a été fait, qu'on a envoyé, mais cette lettre, malheureusement, a été interprétée de revendication. C'est comme si la ville de Cotonou posait une condition pour. C'est que, or, il n'en est rien de ça. Il y a une copie de la lettre que je peux vous montrer. Bon, en somme, il faut dire que à l'exécution de l'opération, de notre point de vue, il y a un manque de synergie. Il y a la méthode, ne parlons pas, on va parler de la méthode peut-être après, mais je vais vous dire pourquoi il y a un manque de synergie. Lorsque nous avons pris part à la toute première réunion au niveau du ministère de cadre de vie, il était clairement signifié que l'opération devait démarrer le 2 janvier. Le 2 janvier, sur une période de 2 semaines, la première phase, et qu'on devait évaluer. Et à cette occasion, le plan de travail définissait clairement du 2 janvier au 31 janvier. Deuxième chose, les AS. Ça veut dire qu'il y avait une période fixée Absolument, absolument. Et si vous visitez vos bandes, vous allez constater que même le ministre aussi est revenu là-dessus dans ses interventions, il a dit. Et deuxième chose, c'est que les AS qui étaient concernés, on nous a énuméré les AS, la liste, on nous a donné pour dire, allez voir vous-même ces AS-là, regardez la consistance de ce qui a fait sur ces AS. Et vous pouvez en apprécier. On nous a remis un document comme ça du ministère. Mais à cette occasion, quand on tenait cette réunion, par anticipation déjà, le préfet avait déjà mené les opérations pour dégager les TPC au niveau de la ville, qui n'étaient pas d'abord en cohérence avec le plan de travail que le ministère, puisque c'est maintenant que le ministère nous a annoncé pour dire, nous allons dégager les TPC, les trottoirs, les voies aménagées ou bitumées, les abords. Voilà. Mais pendant qu'on parlait de ça, le préfet a déjà anticipé, lui a déjà dégagé les TPC. Et on a fait le point à cette réunion-là. Première chose. Et deuxième chose, qu'on fasse aujourd'hui le point
qu'on dise, est-ce que le plan de travail qui a été élaboré, le chronogramme qui a été élaboré là, strictement, est-ce que les opérations ont tenu strictement compte du chronogramme qui a été élaboré? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Non. Vous pensez qu'il y a des choses qui pas, ont été faites qui n'étaient pas dans le... Absolument. Lesquelles? Absolument, absolument. Il y a des choses, c'est-à-dire, il y a des dégagements, des interventions qui ont eu lieu à des endroits qui n'étaient même pas ciblés dans le plan de travail que nous avons. Un exemple. Je vous donne, même les équipements humains ont été touchés. Je vous donne l'exemple du parc triangulaire de Dantopa. Mais tout le monde sait, encore plus que le préfet, il sait bien que cet équipement-là, c'est un équipement humain. C'est dans le patrimoine de la ville de Cotonou. Et j'allais dire, réaliser... Vous parlez de la zone où il y avait le parc triangulaire, oui, les véhicules, le parc... C'est réalisé dans le cadre d'un partenariat, c'est les partenaires, c'est la Banque mondiale qui a réalisé ça au profit de l'institution même de Cotonou et qui a même fait objet de concession, de gestion. Le préfet sait. Et nous sommes allés même en contentieux avec le gestionnaire. J'allais parler de la SODECIB récemment. Mais lorsque nous, si on avait dans le... Est-ce que vous êtes en train de nous dire concrètement que cette zone ne devrait pas être libérée maintenant? Je vous dis, conformément au programme que nous avons mis à d'autres dispositions, ces zones n'étaient pas concernées. Deuxième chose, même si on se rendait compte de ce qu'on doit toucher cet équipement-là, la bonne démarche, dans une démarche de courtoisie, c'est dit, mais il faut que le maire soit informé. Nous sommes les propriétaires de l'équipement. C'est dit, ça relève du patrimoine de la ville. Vous voulez aller détruire, même s'il y a un projet formidable pour remplacer les installations, mais la simple information, qu'on sache qu'on veut aller dégager, ça c'est un exemple que je donne. Il y a des endroits où la ville, pour régler un certain nombre de problèmes, a pris sur elle la responsabilité d'aligner des gens qui font des activités comment on appelle, économiques. Mais on est allé dégager ceux-là sans même que la ville ne soit informée, pas du tout. Donc c'est déviance-là que le nôtre, et je dis que le chronogramme n'a pas été strictement respecté. Monsieur le directeur général du développement urbain, vous voulez réagir à cela? Oui, bien sûr. D'abord, dans un premier temps, SG disait tout à l'heure que nous n'avons pas mené l'opération en conformité avec la planification qui a été faite du point de vue chronogramme. Il a donné un exemple du parc triangulaire de... Non, avant même de venir au parc triangulaire, il a annoncé que nous avions communiqué sur le délai de l'opération qui était censé se dérouler du 2 au 31. Moi, je ne me retrouve pas dans cette association. Ce qui a été toujours dit, peut-être que c'est le 31 qui trompe ou bien déroute beaucoup de gens, il a été clairement dit que les populations elles-mêmes et les communes puissent prendre les mesures pour libérer les espaces avant le 31 décembre. Si ce n'est pas fait, c'est que le gouvernement rentre en action à partir du 2 janvier. Et il n'a jamais été fait un chronogramme définitif sur la première phase de l'opération. Ce qui a été fait et partagé avec la mairie de Cotonou lors d'une des réunions préparatoires qu'on a eues, c'était un chronogramme d'intervention qui définit clairement les axes, les propositions d'axes sur lesquels on allait intervenir la première semaine, voire la deuxième semaine. Et je vais ajouter que par rapport à ça, nous, on avait au niveau du ministère identifié un certain nombre d'axes qu'on a soumis à la mairie, et la mairie elle-même a complété ces axes, ces différents axes qu'ils nous ont transmis, donc, dont nous avons tenu compte par la suite dans l'opération. Donc, je crois quand même que nous sommes cohérents avec la planification qui a été faite de l'opération. Et pour venir à l'accusation d'avoir touché à un certain nombre d'équipements urbains, sans pour autant vouloir rentrer dans des considérations entre maire et préfet de Cotonou, non, maire de Cotonou et puis préfet du littoral, je voudrais rappeler que les installations de cet équipement également ont fait objet de marquage. Vous parlez de Dantopa? Oui, tout comme un certain nombre d'installations dans Dantopa. Donc, je me rappelle bien le jour où on a opéré sur le parking triangulaire, il n'y avait plus grand monde là, parce que beaucoup avaient déjà libéré. Ce n'est que quand vous êtes sur la route nationale, les installations qui sont le long de la route nationale qui étaient là et qu'on a dû libérer le jour-là. Donc,
je crois qu'on est en parfaite cohérence avec la planification qui a été faite de l'opération. Très bien, on va avancer. Mesures d'accompagnement. Je ne sais pas si le pouvoir, l'État l'avait prévu, mais je constate que la mairie s'est quand même a fourni des efforts pour reloger un certain nombre. Est-ce que vous pouvez nous faire un point à ce niveau? Quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été... Je suis totalement d'accord avec vous. Et les mesures d'accompagnement, c'est dit que on peut en parler largement après. C'est-à-dire, une fois libérés ces espaces, qu'est-ce qu'on veut en faire? Non, pas encore. Bon. Quand je parle de mesures d'accompagnement, c'est par rapport aux populations. Par rapport aux populations, oui. voilà. Mais donc, par rapport aux populations, qui ont été relogées dans... Lorsque le maire parle de deux choses, il parle de la compassion et l'action. C'est-à-dire, dans l'immédiat, il faut remarquer que déjà, je vais dire déjà avant même le démarrage de ces opérations, lorsque le préfet a pris la décision de libérer les abords des écoles. Les écoles, je crois que déjà, la ville a commencé par avoir des problèmes. Donc, bon nombre de ces personnes dégagées se sont portées vers la mairie de Cotonou. Et pour demander au maire qu'est-ce que nous pouvons faire, parce qu'aujourd'hui nous sommes privés de nos petites activités. Alors, le maire a commencé par réfléchir à la question. Alors, les solutions immédiates qui s'offraient pour la mairie de Cotonou, c'était d'abord de revisiter nos marchés secondaires, de faire le point pour voir s'il n'y a pas de disponibilité au niveau de ces marchés secondaires. Ce point a été fait et qui, à l'époque, nous a permis de relever une disponibilité de 1000 places, c'est-à-dire diversement pris dans les marchés secondaires. Je prends l'exemple du marché secondaire de Wenoussou, de Djamé-Houtin, le marché de Saint-Michel, le marché de Aïdiedo. Quand vous rentrez dedans, vous voyez qu'il y a des disponibilités. Et ça, nous l'avons fait de concert avec les responsables de ces marchés. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes vous avez pu réinstaller dans les marchés? Justement, je vais en venir. D'accord. Lorsque nous avons fait ce point, d'abord, il y a à travers une lettre qu'on a envoyée au ministre, la lettre qu'on a qualifiée de revendication, la lettre là faisait déjà ce point, de 1000 places qu'on a pu identifier dans les marchés pour accompagner l'opération. Deuxième chose, la possibilité d'aménager quelques réserves administratives qui peuvent être utilisées pour accueillir les personnes déplacées. C'est quoi les réserves administratives? Les réserves administratives, je vous donne un exemple. On a dans le quartier Bédiomélé, nous avons, ça relève du domaine privé de la mairie. Est-ce que vous voyez, qui devaient accueillir un certain nombre d'infrastructures, ça peut être selon les besoins, ça peut être marché, ça peut être dispensaire, ça peut être autre chose. C'est des terrains vides, c'est ça? C'est les terrains vides, c'est-à-dire c'est les espaces qui sont dégagés de l'exécution des lotissements. Est-ce que vous voyez? Donc, et tout ce point avait été fait dans la lettre et qu'on a envoyé au ministre pour dire voilà les mesures que nous prenons. Parce que préalablement à ça, il faut avouer que pour accompagner toujours l'opération, le maire a pris un arrêté et a mis sur pied un comité de suivi des opérations, de la mise en œuvre des opérations. Deuxième, un sous-comité, et par arrondissement, il y avait chaque sous-comité placé sous la responsabilité des chefs d'arrondissement, qui sont constitués, qu'on appelle les comités d'écoute, pour recenser la plainte des populations et autres. Parce que parmi les dégagés, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y en a qui sont prêts aujourd'hui à poursuivre leur activité dans les marchés secondaires, parce que, au regard de ce qu'elles exercent comme activité, ils peuvent vraiment s'installer dans les marchés et continuer. Il y en a qui trouvent que... Mais certains évoquent quand même la difficulté d'accessibilité de certains marchés. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'activité ici, c'est que vous avez certaines personnes, je prends ceux qui ont érigé des baraques devant leur maison. Oui. Ils estiment que l'activité qu'ils exercent ne peut pas aller dans un marché secondaire. Peut-être que ce soit pour vendre les cas de recharge de proximité, tout ça là. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas aller continuer leur activité dans les marchés secondaires. Et du coup, vous avez vu, sur le mur de clôture de certaines maisons, les gens sont en train de casser à l'intérieur, d'aménager à l'intérieur. Toujours est-il que nous devons garder la veille pour que, en faisant ça, demain, que les gens ne nous tombent pas pour revenir sur les espaces antérieurement libérés. On reparlera justement de la recolonisation. Monsieur le directeur général du développement urbain, quand je dis développement urbain dans ma tête, je vois aussi le côté social. On ne peut pas parler de développement urbain s'il y a la paupérisation. Est-ce que l'État a perçu l'impact social
parce qu'on vient d'évoquer un certain nombre de cas, des gens qui sont dégagés. Certes, ils occupaient un espace qui n'est pas le leur, mais en les dégageant, est-ce qu'on ne crée pas d'autres problèmes? Est-ce qu'on a perçu l'aspect impact social de cette opération? Tout à fait, monsieur le journaliste. Le gouvernement a pris la mesure de ce qu'il est en train de faire et par rapport à l'impact social, il a envisagé un certain nombre de mesures. Déjà, les questions de relogement ou bien de relocation d'un certain nombre d'activités dans les marchés seront étudiées avec les mairies, puisque dans les réunions de préparation qu'on a eu à faire, on a bien demandé aux mairies de nous communiquer les différentes possibilités qu'ils ont de pouvoir accueillir ces différentes personnes déplacées dans le cadre de l'opération. Également, on leur avait adressé comme requête de nous communiquer des sites éventuels qui pourraient faire objet d'aménagement. Donc, tout ça avait été étudié de concert avec les mairies. Mais côté social également de l'opération, nous ne pouvons pas regarder le côté social et ne pas aller à l'effectivité de la libération. Quand M. Faladé parlait tout à l'heure que la mairie avait demandé un certain nombre d'alignements de personnes provisoirement, c'est le domaine public. Le domaine public, et il n'est pas exclu, il n'est pas interdit que l'activité se mène, mais c'est le lieu d'exercice de l'activité que nous remettons en cause. Il a dit tout à l'heure, et c'est bien, que certaines personnes ont compris qu'il faut rentrer à l'intérieur des propriétés pour mener certaines activités qu'ils estiment ne peuvent pas s'exercer à l'intérieur des marchés. Mais également, le point doit être mis sur l'aménagement, la réfection des marchés que nous envisageons voir en relation avec les différentes mairies concernées. Nous avons pris, nous sommes donné la peine de regarder un peu les marchés de Cotonou, les marchés secondaires de Cotonou. Et comme le SG le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de places disponibles dans les marchés de Cotonou qui peuvent accueillir beaucoup d'activités. Et si on doit faire une estimation, les marchés de Cotonou les marchés secondaires, je le précise, de Cotonou, sont fréquentés à moins de 50% en termes de places disponibles. Donc, tous ceux qui vont exprimer le besoin de retourner dans les marchés, les dispositions seront prises avec les acteurs au niveau de chaque commune pour que le retour soit fait. Au-delà de ça, nous sommes en train de faire un certain nombre d'études au niveau du ministère pour identifier des sites qui pourraient, au-delà des marchés officiels actuellement, des sites qu'on pourrait aménager de façon ponctuelle pour accueillir certains types d'activités qu'on estime ne peuvent pas être reversées systématiquement dans les marchés. Donc, les études sont toujours en cours. Dès que ce sera au niveau un peu plus mature, nous allons échanger avec la mairie là-dessus pour recueillir les propositions et les avis avant de mettre ça en œuvre. Est-ce qu'avec les disponibilités dans les marchés, ce que vous venez de dire, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de risque de recolonisation des espaces qui ont été libérés? Le risque est présent et déjà on peut le constater. Quel type de mesures on peut prendre contre ce risque? Tout de suite, les discussions ont été faites avec les forces de l'ordre et de sécurité pour assurer une veille permanente des espaces libérés. Et tout au moins à Cotonou, les instructions ont été données aux commissaires et tous les commissaires d'arrondissement de faire la patrouille pour s'assurer que les périmètres qui ont fait objet de libération ne puissent pas être recolonisés. Si, lors de la patrouille, les agents de sécurité, ils surprennent quelqu'un en train de se réinstaller, c'est que systématiquement, les instructions ont été données pour que la marchandise soit récupérée. Mais il y a les vendeurs de carburant de contrebande qui reprennent certaines places. Vous ne les voyez pas, je suppose que vous les voyez. Je le vois. Et moi, je voudrais profiter de votre plateau pour leur demander de se conformer à la décision. Parce qu'à un moment donné de l'opération, l'opinion publique a pensé que l'opération était dressée contre les vendeurs d'essence relatée, alors que ce n'était pas le cas. Une instruction a été donnée, des dispositions ont été prises pour exécuter cette instruction-là. Il ne faudrait pas que tel type d'activité ou tel type d'activité puisse faire objet d'une particularité. Donc, les vendeurs de pailleurs, moi, je voudrais leur demander de libérer systématiquement
Parce que la patrouille, elle est permanente. Et il ne faudrait pas que lors de cette patrouille-là, qui a déjà commencé sur le terrain, on puisse en arriver à dire que le gouvernement est contre telle activité. Donc, c'est un peu ça que je veux préciser. Monsieur le secrétaire général de la mairie, est-ce qu'au regard des textes, il y a quand même la possibilité d'occupation temporaire contre peut-être le paiement de redevances adaptées? Et à propos de redevances, certains critiques ont dit que la mairie était peut-être réticente par rapport à l'opération parce que vos budgets vont être amputés des redevances que vous preniez, et le gouvernement a même qualifié, je ne sais pas si c'est le gouvernement, mais j'ai vu des informations qui qualifiaient ces redevances d'illégales. Oui, voilà. Et par rapport au caractère illégal, je me demande sur la base de quel test les gens se fondent, parce que ça a été dit, répété plusieurs fois, relayé par le préfet du département du littoral, comme quoi ceux auprès de qui la ville perçoit la redevance peuvent aller même en tester en justice pour attaquer la ville. Je vais vous dire ceci. Il faut aller au test. Il faut aller au test parce que nous sommes, comme on le dit, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Je précise que, en la matière, lorsque vous prenez d'abord les textes de loi sur la décentralisation, clairement, il est défini en l'article, si vous permettez, l'article 113 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant l'organisation des communes en République dit ceci: le domaine public de la commune est soumis au même régime que le domaine public de l'État et peut faire l'objet d'occupation temporaire révocable moyennant paiement de droits fixés par le conseil communal. Ça, c'est d'abord prends les textes de loi sur la décentralisation. Mais lorsque je reviens ici, je reviens sur le code. Ça signifie quoi déjà? Que les redevances que vous preniez sont légales, c'est ça? Vous allez vous en déduire tout à l'heure. Et lorsque vous revenez même sur le code foncier et domanial qui vient d'être voté, qui est mis en vigueur, oui, vous allez à son article 281. Il est dit ici, les ministres et les maires accordent par arrêté les autorisations d'occuper temporairement le domaine public et les dérogations aux servitudes de passage. Est-ce que c'était le cas, justement? Vous allez voir tout à l'heure. Pour un motif d'utilité publique, ces autorisations et dérogations sont révocables sans indemnité à tout moment. Troisième alinéa, les modalités d'occupation du domaine public sont fixées par décret pris en conseil des ministres. Ici, dans le cas d'espèce, le décret existe. Le décret existe et quand vous prenez, il s'agit bel et bien du décret 2015-06 du 29 janvier 2015 portant conditions et modalités d'occupation du domaine public. Et lorsque vous allez à l'article 13 l'article 14 même de ce domaine public, de cet arrêté, alors, qui parle de... Voilà, l'autorisation, l'article 14, l'autorisation d'occuper le domaine public peut être assortie du paiement, d'une redevance fixée d'accord partie ou par arrêté du ministre en charge du domaine suivant les dispositions du décret portant référentiel des prix de cession et de location d'immeubles relevant du domaine public. Très bien, on va s'arrêter à cette lecture pour conclure. Non, pas pour conclure, attendez, vous allez voir aussi. D'accord. Dans tous les cas, la fixation de la redevance tient compte de la situation géographique du bien, objet de l'occupation. Et l'article 15 dit ceci: l'occupant sans titre est tenu d'acquitter les redevances correspondant à la période de l'occupation publique. Ça veut dire que quand on résume quand je combine ces articles-là, ça signifie que la mairie n'était pas dans l'illégalité. La mairie n'est pas qualifiée pour autoriser les gens à occuper temporairement un domaine public. Je ne vois pas pourquoi. On dit les redevances perçues sont illégales. Je ne vois pas sur quel texte on se fonde pour le dire. Et je vais même dire plus loin. Et écoutez, les mairies sont venues quand? C'est la troisième mandature des élus aujourd'hui. Même avant les élus, avant que les élus ne rentrent en fonction. Les aides-districts, quand vous allez dans la zone de Tanki, jusqu'à Dantokpa Djeriko, la plupart des autorisations, ce qu'on aurait dû faire, il faut s'exercer pour le faire. Les occupants, quand vous prenez leur autorisation, ces autorisations délivrées par les anciens chefs de district, c'est les autorisations délivrées par les anciens chefs de circonscription urbaine. Vous n'allez pas voir, à peine vous allez voir 20% de ces autorisations signées par les maires.
Et le caractère provisoire a été toujours souligné. Maintenant, la perception de la redevance est claire. C'est-à-dire que vous soyez autorisé ou non, vous payez la redevance. On peut me dire, même par exemple, qu'en matière d'impôts, quand le service des impôts se lève pour aller recouvrer les impôts, même la patente, quand on rentre dans les marchés, on va demander si le commerçant a un IFU, s'il a un registre de commerce avant de recouvrer la patente. Non. Monsieur le directeur général du développement urbain, une réaction par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a relayé beaucoup d'informations sur l'illégalité de la perception des redevances qui seraient illégales. Il vient de dire avec des textes à l'appui que c'est totalement légal. Qu'est-ce que vous répondez? Je vais toujours faire référence au même décret portant modalité d'occupation du domaine public qui dit en son article 10 que toute occupation par un particulier d'un bien du domaine public sans titre ou sur le fondement d'un titre expiré est interdite. Bon, c'est texte contre texte. Non, c'est toujours le même texte. Bon. Et un autre article que je n'ai pas en visuel tout de suite dit que lorsque l'État prend la décision, d'abord que le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Et c'est vrai, il peut être utilisé contre paiement. Mais lorsque la puissance publique décide d'en disposer, celui qui, au préalable, a eu l'autorisation de l'occuper est tenu de remettre en l'état ce domaine public à la puissance publique. Si je résume, on ne va pas faire la bataille des textes. Si je résume, monsieur le directeur général du développement urbain, ce que les maires percevaient au niveau des populations, ce n'est pas illégal, au vu du texte qu'il a cité. Certaines perceptions sont illégales. Pourquoi? Quand je prends par exemple l'article que je viens de citer tout à l'heure, toute occupation par un particulier du domaine public sans titre ou sur le fondement d'un titre expiré est interdit. Quand je prends... Sans titre, ça veut dire quoi? Il n'a aucune autorisation. Oui, de fait. Oui. C'est des occupations de fait. Oui. Mais qui lit l'article 15 de ce décret? Qui dit quoi? L'article 15 du même décret. Il dit quoi? Alors, lisons. Je viens de lire ça. Oui, il dit quoi, cet article? C'est dire que vous soyez autorisé ou non. On doit percevoir. On doit percevoir une redevance auprès de vous. Très bien, on va boucler là. On va boucler là, sinon on risque ça? de passer la soirée alors que notre sujet, on ne l'a pas encore abordé. La nature a horreur du vide. On va peut-être revenir sur les textes. La nature a horreur du vide. Alors, les espaces qui sont libérés, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'il y a déjà, monsieur le directeur général du développement urbain, est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été conçus pour mettre en valeur les espaces libérés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais dire que même si il ne devrait pas avoir des projets pour mettre en valeur ces espaces, le domaine public mérite d'être libéré. D'accord. Maintenant, par rapport... Mais ce serait quand même un paradoxe. On libère. C'est vrai que les gens occupent. C'est comme si moi j'ai une parcelle, vous l'occupez, je dis maintenant je veux construire, vous devez partir. Mais si vous l'occupez en créant des emplois et qu'on le libère, mais on ne fait rien, il y a quand même une contradiction. Non, pas qu'on libère pour ne rien faire. Bon. Et c'est à ça que je vais en venir. Voilà, d'accord, allons-y. D'abord, la libération va nous permettre de récupérer l'espace public pour l'aménager comme cela se doit. L'aménager comme cela se doit, c'est de disposer d'éléments pour embellir la ville, les différentes villes concernées. C'est de l'embellissement, c'est du verdissement qu'il y aura, c'est des aménagements pour accueillir des sites, des activités particulières. Des espaces verts peut-être? Si, j'ai déjà dit, c'est du verdissement, il y aura beaucoup d'espaces verts, d'aménagement paysager. C'est également un grand projet du gouvernement qui est en cours actuellement, en cours d'études. Vous avez un ordre d'idée par rapport au financement? Je vais parler du projet asphaltage, qui va consister en l'aménagement et... Quand je dis aménagement, c'est la voirie, l'éclairage public, c'est les aménagements paysagers, c'est les mobiliers urbains. Donc ce projet va couvrir la plupart des villes qui font objet, en tout cas la première série de villes qui font objet de libération du domaine public. Et au-delà de ça, c'est
on souhaite tendre vers l'élévation de nos villes vers des standards internationaux. Vous allez voir... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Construire des logements sociaux? C'est quoi quand vous dites standards internationaux? Quand je parle de standards internationaux, vous allez voir au niveau du programme d'action du gouvernement, il a annoncé un certain nombre d'investissements massifs qui ne peuvent pas s'opérer dans l'environnement qui est celui actuel de notre espace public. Quand vous circulez dans une ville, qu'est-ce qui fait une ville? C'est les rues, c'est les places, c'est les jardins, c'est le paysage urbain tout simplement, c'est les couleurs de la ville. Mais quand vous circulez dans une ville, pour apprécier si une ville est belle ou non, c'est les places publiques, c'est les rues. Donc, on ne peut pas vouloir drainer tout cet investissement que vous le savez, vous avez suivi le lancement du PAG. On ne peut pas vouloir drainer tout cet investissement dans nos villes et l'accueillir dans l'état actuel qui est celui de nos villes, en particulier celui de leur espace public. Donc, pour autant de raisons, nous sommes allés à la libération de l'espace public. Monsieur Faladé, quand j'écoute le directeur général du développement urbain, je me pose quand même des questions. Quand on a vu que certains segments de notre économie ont été cédés au privé, il y a eu affermage, liquidation, affermage d'hôpitaux. Beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on ne va pas libérer certains espaces et les revendre à des promoteurs immobiliers privés? Est-ce que cette crainte n'est pas légitime? Cette crainte est tout à fait légitime. Mais moi, je voulais dire ceci. Oui. Et nous avons suivi le président de la République. Au moins, il était candidat, M. Patrice Talon, et avait des ambitions pour la ville, pour le pays, notamment les villes. Je vais faire telles des ambitions. OK. Maintenant, il a eu l'opportunité de se réaffirmer à travers un plan d'action du gouvernement qu'on a publié récemment. À un moment où, il faut le dire, à un moment où, au niveau des communes, les PDC, il y en a beaucoup qui sont en vigueur. Donc, quand on prend au regard du programme d'action du gouvernement, il ne se fait aucun doute. Et on ne peut pas affirmer que ces PDC sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement. Alors, aujourd'hui, lorsque vous prenez le programme d'action du gouvernement, il y a absolument des choses qui touchent aux communes. C'est ça. Et je prends par exemple Cotonou. Cotonou, ce qui doit toucher à l'aménagement de la ville de Cotonou, mais pas forcément ce qui est prévu pour Porto-Novo. Est-ce que vous voyez? Alors, nous avons un ministère de tutelle. Il revient à travailler sur ce programme d'action et voir, puisque en réalité, moi je dis ceci, quand on veut faire les choses, il faut toujours se référer aux tests. Regardez les tests en face et agissez par rapport aux tests. L'article 86 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant dans ce dit ceci. La commune donne son avis sur la tranche communale du plan national de développement ainsi que sur les projets concernant les investissements publics à caractère régional ou national à réaliser sur son territoire. Ça veut dire que vous voulez... Plus loin, oui. Elle est partie prenante aux procédures et aux opérations d'aménagement du territoire pour ce qui concerne son ressort territorial. Plus loin, elle réglemente, autorise et contrôle l'occupation temporaire de son domaine public. Et l'article 91 vient dire ceci. On ne va pas finir avec... Je vais combiner. L'article 91 vient dire ceci. Puis c'est ça que nous on est bien obligé de regarder ça pour expliquer ce nombre de choses. L'article 91 dit ceci. La commune est préalablement consultée sur tous les travaux sur son domaine public afin d'assurer une coordination des interventions. En termes clairs, ce que moi je veux dire, il faut éviter de se mettre en substitution permanente des maires. C'est ça qu'il s'agit ici. Je vais vous donner des exemples précis. Parce que on a comme impression qu'aujourd'hui, on veut faire à la place des maires ce qu'ils doivent faire. Et tout se prépare comme ça. Parce que à l'heure où nous parlons, je vous donne des exemples, vous avez dit, que faire pour un? La loi est là, si vous voulez, je vais vous lire encore les dispositions du code foncier qui dit ceci. Premièrement, il faut protéger ces domaines publics. Les protéger. Oui. Il faut prendre des actes. Les domaines publics qui desservent les communes, c'est les prérogatives des maires. Ils doivent prendre des arrêtés pour protéger ces domaines publics. Donc les domaines qui viennent d'être libérés, il faut prendre des actes pour les protéger d'abord. Il faut faire le lever d'abord par zone.
et maintenant prendre des arrêtés pour protéger ces domaines publics. C'est-à-dire repréciser le caractère public de ces domaines. En rapport avec la question que j'ai posée, ça veut dire quoi? Il ne faut pas les vendre à des promoteurs immobiliers privés. Je vais vous expliquer, il ne faut pas les vendre. Deuxième chose, alors, quel est l'aménagement qu'on peut faire tout de suite? Je vais vous dire ceci, la ville a des projets d'aménagement, mais il faudrait-il que ces projets d'aménagement-là soient en cohérence avec le programme d'action du gouvernement. La cohérence avec le programme d'action du gouvernement. La première année aujourd'hui, en 2017, ça peut poser un peu de problème. Mais je donne l'exemple à Cotonou, par exemple. Quand on a libéré les As, si on constate, par exemple, nous avons un vieux projet de Cotonou verte, c'est-à-dire ville verte. Bon, si nous convenons de commun accord, on trouve qu'il faut aligner des arbres, des types d'arbres qu'on aurait retenus ensemble de concert avec les ministères sectoriels et la tutelle, il faut reboiser ces zones, c'est déjà pas mal. Selon nos moyens, on peut commencer. Il y en a dedans aussi, si c'est des projets d'envergure et qu'on veut réaliser au niveau des mairies, qu'on associe les maires à travers le partenariat public-privé, on peut en arriver. À travers les BOT, on peut en arriver. Mais ce que nous observons aujourd'hui, je vais vous le dire pour finir, Oui. C'est que on a commencé de libérer les espaces. Mais dans le même temps, le préfet se substitue au maire pour prendre des arrêtés, pour affecter, même à titre provisoire, des emplacements à des associations. Les syndicats des conducteurs de véhicules, au nom de quoi le préfet prend un arrêté pour dire telle zone, je vous conseille ça provisoirement soit été d'exploiter. Et plus grave, si on est dans la ville, vous allez voir, en face de la direction de la SOGEMA, le TPC, qu'on a libéré, vous avez dit aucun véhicule n'a libéré les TPC. Et au même moment, on autorise des gens à organiser la perception de taxes de comment on appelle, de garde vélo. Les recettes là vont où? Ça, c'est les recettes au regard des têtes de loi sur la décentralisation, c'est les recettes, c'est les sous de recettes des communes. Très bien. Et on ne peut pas autoriser, personne ne peut autoriser quelqu'un provisoirement à occuper cette domaine si ce n'est pas le maire qui autorise. Très bien. Donc on va se substituer au maire. On va laisser M. Ounou réagir par rapport à ça et lui donner le temps conséquent aussi pour y répondre. J'ai posé une question précise. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de vendre certains espaces à des promoteurs privés? Il vient de dire on ne peut pas le faire sans consulter les maires. Les textes disent qu'il faut d'abord prendre des actes pour protéger ces espaces. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Et il dit également que la préfecture commence par donner peut-être à certaines personnes le droit de s'installer sur des espaces. Ce qui n'est pas son rôle. Ce qui n'est pas de son rôle. Pas du tout. Vous voulez réagir par rapport à ça? Je commence par le deuxième, qu'il a eu l'information que la préfecture cède des espaces à des personnes spécifiques. Moi, je n'ai pas l'information, je n'ai pas vu la lettre, je n'ai pas vu les actes par lesquels le préfet a mis ces espaces mais comment ça se fait que le préfet, il peut prendre des décisions, vous qui êtes le directeur général du développement urbain, vous n'êtes pas informé, c'est-à-dire que ces arrêtés, vous devrez... Pour la plupart des actes qui sont pris dans le cadre de cette opération, je suis informé. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis... vous êtes étonné peut-être que le préfet a un temps oublié. D'accord. Mais je ne suis pas au courant que les TPC ont été remis en concession par des actes. Mais si c'est le cas, vous devriez être informé en principe. Normalement. Très bien, continuez. Maintenant, je reviens à la première question. Est-ce qu'on ne pourrait pas craindre que ces espaces libérés fassent objet de vente à des promoteurs privés? Moi, je n'ai pas cette crainte. D'accord. Je n'ai pas cette crainte parce que si nous avons fait toute cette bataille jusque-là et qu'on ne peut pas s'assurer que le minimum en termes de protection des espaces publics soit fait, je crois que cela n'aura pas valu la peine. Si on dit qu'on veut embellir la ville et qu'on veut peut-être faire des gratte-ciel, si un propriétaire, un promoteur immobilier... Des gratte-ciel ne se font pas sur le domaine public, c'est sur une propriété privée. Mais est-ce que l'État peut vendre ses propriétés, non? Non. Il ne peut pas? Non. D'accord. Les textes sont clairs là-dessus. L'État ne peut pas vendre un domaine public. D'accord. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est de l'aménagement des trottoirs, éclairage public, mobilier urbain, des terre-pleins centraux. Et je suis un peu étonné que M. Faladé nous demande de prendre des actes pour protéger par exemple les TPC. Je ne sais pas par quel acte. C'est déjà consigné dans la loi que c'est un espace public et qui doit faire objet d'aménagement. Donc je ne sais pas quel acte
il faille prendre pour protéger, par exemple, le TPC. Oui, mais il y a de la logique dans ce qu'il dit, puisqu'il faut protéger les espaces, malgré les textes, ils étaient occupés par des gens qui ne devraient pas les occuper. Donc, voilà, les textes sont là, malgré tout. S'ils ont été occupés jusque-là, tout ça relève de la gestion urbaine. Il a cité tout qui relève de la mairie, c'est de la gestion urbaine. Et nous avons constaté, peut-être avec beaucoup d'amertume, que beaucoup de nos villes n'ont pas sur elles, peut-être par défaut de moyens, n'ont pas la force de mieux gérer les espaces publics. C'est un constat qui a été fait. Le constat est là, malheureusement, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Parakou. Si on en est arrivé à faire une opération de libération des espaces publics, le domaine public, c'est de la gestion, ça relève de la gestion de la mairie. C'est pas les tests sur la décentralisation. Donc c'est qu'à un moment ou à un autre, les communes ont été défaillantes dans leur rôle. Très bien. L'État propriétaire de ces espaces, vous dites, ne peut pas les vendre. Non. Ça, c'est rassurant. Mais est-ce que le même État peut dire, j'ai des populations qui sont mal logées, je vais construire une cité et puis loger les pauvres? Est-ce que c'est possible? Ça ne peut pas être toujours sur le domaine public. Ah, d'accord. Ok. Maintenant, ce que l'État peut faire, c'est que s'il y a de ces genres de projets, il peut les mettre en œuvre sur ce qu'on appelle le domaine privé de l'État. D'accord. Il y a, dans la classification des domaines, il y a le domaine public, il y a le domaine privé de l'État. La mairie également a son domaine privé. D'accord. Donc, de ces genres de projets, c'est sur les domaines privés des collectivités qu'on peut les faire. Très bien. Vous voulez, oui, je voulais réagir sur deux mots. D'accord. Il a dit tout à l'heure que je n'ai pas dit que le préfet a pris un acte pour autoriser les gens à faire les gardes vélos. Mais les gardes vélos sont là, ça se constate. C'est un fait. C'est un fait. Parce que là, je n'ai pas vu. Mais la question que le préfet a pris des actes pour affecter provisoirement des domaines à des syndicats. Vous avez ces actes. Les actes sont là pour dire occuper temporairement. Alors, ce que ma mère a dit, c'est ceci. Les gars sont déjà dans la jouissance. Même ceux qui font garde vélo là. Mais le préfet, il ne peut pas surveiller les gardes vélos de toute la ville. C'est sur son autorisation. Il a dégagé les choses là. Il les a autorisés à rester là. Même si c'est une autorisation de fait, il est resté passif. Et maintenant, ceux-là qui ont commencé la jouissance, vous voulez demain qu'on les dégage comment? Demain, vous allez leur dire, ils ont déjà fait ça pendant un mois. Demain, vous allez leur dire, et quand ils le font, quelle est la contrepartie qu'on reverte dans les caisses de l'administration municipale? Donc, ça là, je le dis, vous allez réagir, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai dit, tout à l'heure, je crois que le directeur a dit que il a été constaté que les mairies n'ont pas suffisamment joué leur rôle. Elles ont été défaillantes dans la gestion de l'espace public. Je lui concède ça. Mais quand c'est ça... C'est ce que vous avez dit? Oui, il a dit. Bon, très bien. Mais quand c'est ça, qu'est-ce que nous faisons? Les têtes de loi sont là. C'est-à-dire, en termes d'assistance conseil, l'accompagnement de... Nous ne vivons pas la décentralisation, il faut qu'on se dise la vérité. On ne vit pas la décentralisation, puisque nous ne sommes pas en phase avec les tests même de loi sur la décentralisation. On n'est pas en phase. Mais c'est la faute à qui? Mais c'est la faute au gouvernement, parce qu'on a dit, les têtes de loi ont été claires, on dit, progressivement, l'État s'est dit, quand on parle du transfert, c'est des ressources humaines, techniques et financières. Est-ce que vous voyez? Bon, je dis, ça ne devrait pas amener, avant de porter un jugement de valeur sur les maires, sur les communes, il faut déjà leur donner l'opportunité d'exercer ce qu'elles devraient exercer. Et apprécier d'abord si, est-ce que réellement, telle mairie a les moyens pour exécuter ses compétences. Sinon, on doit l'accompagner, on doit la renforcer. Et c'est après ça que vous évaluez pour dire. Mais on se situe directement aux mairies. Je vous donne un exemple récemment. L'entretien des plages, ça relève des compétences des maires. D'accord, mais le gouvernement... Mais est-ce que les mairies font leur travail? Mais attends, c'est ça que je vous dis. Avant de dire, est-ce que les mairies font leur travail? Bon, on a dit, je prends l'exemple de Cotonou. On dit, bon, les plages sont mal entretenues. Je suis d'accord. Alors, est-ce que nous sommes écoutés dans ce sens? Est-ce que nous sommes accompagnés dans ce sens? Parce que lorsque vous prenez les abords de la plage, partout, on a mis Ouida, est-ce que Ouida a pu bien faire? Calavier, est-ce que Calavier a pu bien faire? Grand Pouvoir, est-ce que Grand Pouvoir a pu bien faire? Ça veut dire qu'il y a un réel problème qu'il faut aller régler à la base. Moi, je ne dis même pas de dire aux maires, trouver les ressources financières pour aller faire. Non, mais les procédures qu'on le permette aux maires de rentrer dans leurs prérogatives et après, on va les apprécier. Merci, monsieur voilà, c'est ça qui Monsieur Ounou, il nous reste très peu de temps. Je ne sais pas si vous voulez réagir, sinon j'allais vous poser une question, mais si vous voulez réagir en une seule... Non, je suis un peu embêté. Oui, M. Faladé a glissé sur l'opération de nettoyage des plages et il a remis en cause peut-être la méthodologie que le gouvernement est en train de mettre en place actuellement.
Mais ce que moi je veux dire, si on en est arrivé à poser de tels actes, il faut voir le constat. Les plages sont mal entretenues. Elles sont mal gérées. Mais il faut faire quelque chose. Et ce n'est pas sans les mairies. Moi, je continue de le dire. Ce n'est pas sans les mairies que toutes ces opérations ont été mises en œuvre. Bon, on ne va pas reprendre les textes. Oui, ce n'est pas sans les mairies. Ne mettez pas les mairies devant le fait accompli. Mais si les plages sont sales et que les mairies ne font rien, le gouvernement est obligé. Alors, vous dites, vous me donnez une maison à Est-ce que les mairies n'ont pas de ressources pour nettoyer? Est-ce que vous-même, vous levez au jour, là où vous êtes là, vous donnez votre maison à votre enfant, vous dites je vous donne, et vous venez, vous constatez que l'enfant n'a pas pu entretenir la maison. La première question, est-ce qu'il dit, je t'arrache et puis moi-même j'ai entretenu la maison? Non. La première question, c'est de voir, est-ce que la bonne volonté de l'enfant y est? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Est-ce qu'il a eu les moyens, les potentialités pour faire? Il n'a pas fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, je dis que... S'il a voulu prendre la maison, c'est qu'il a les moyens de l'entretenir. Moi, j'ai cité des exemples. C'est un exemple. Pour dire, nous ne restons pas dans la solution permanente des maires pour leur arracher leurs prérogatives. Ce n'est pas bien. Regardons les textes. Monsieur, une dernière question, parce qu'on va faire le dernier tour de table, on a très peu de temps. Une toute dernière question en 30 secondes. C'est bien le domaine public, les espaces publics, il faut les libérer, etc. Mais on a les domaines privés. Par exemple, les bidonvilles qui sont à l'intérieur de la ville, on dit qu'on veut embellir la ville. Quand on aura fini de libérer les espaces publics, il restera les bidonvilles, des feuilles de tôle au beau milieu de la ville. Qu'est-ce qui peut se faire? On ne peut pas toucher au privé. Mais ça c'est quand même à l'intérieur d'une ville. Par rapport à ça... C'est comme un gros village à l'intérieur d'une ville qu'on veut embellir. Tout à fait. Voilà. Il y a des mécanismes qui peuvent être utilisés pour que l'État puisse s'approprier ces terres-là. C'est ça. Et les viabiliser. Les aménager de façon plus moderne et même proposer qu'on réinstalle certaines des personnes. C'est ce qui a été fait au Sénégal pour l'exemple que je connais. Donc, on n'en est pas encore là tout de suite. On va y arriver, c'est sûr. Ah bon. Et par rapport à ça également... Ça signifie concrètement proposer par exemple aux propriétaires, on vous rachète votre maison ou votre domaine pour faire autre chose, c'est ça? C'est des mécanismes qui existent et qui peuvent être implémentés. D'accord. Dernière question, pour qu'on fasse le dernier tour de table, la deuxième phase va commencer quand? La deuxième phase, c'était pour les autres rues, secondaires, etc. Il faut attendre que l'autre finisse, comment ça va se faire? Non, d'ici là, nous allons commencer la communication. La communication, puisque la deuxième phase, c'était censé s'occuper des abords immédiats des limites de propriété, entre les limites d'alignement et les trottoirs aménagés. Donc, nous allons proposer des prescriptions pour montrer à l'opinion publique comment on devrait utiliser ces espaces-là. Là où les périmètres où des formes d'occupation peuvent être tolérées, comment est-ce qu'on les aménage? Quand je dis, par exemple, on peut mettre un auvent, quelle forme d'auvent on peut mettre? Si on doit mettre un perron ou bien des marches pour accéder à une boutique ou à une propriété, comment on va le mettre? Nous allons communiquer d'ici là sur ça et programmer, je ne veux pas dire tout de suite, la deuxième phase va commencer dans 2 semaines. Il faut que nous sensibilisons les gens, nous communiquons assez là-dessus avant d'engager la deuxième phase. Donc c'est pendant que nous sommes en train, d'ici les 2 semaines à venir, nous allons commencer certainement par communiquer. Et la deuxième phase va au-delà des abords immédiats des propriétés dont je viens de parler. C'est également tout ce qui est couloir d'écoulement d'eau. D'abord, les rues qui n'ont pas fait objet de cette première phase. Donc les gens qui ont construit sur les bas-fonds. Les bas-fonds, les couloirs d'écoulement d'eau. Très bien. Le domaine public fluvio-lagunaire, maritime. Tout cela sera intégré dans la deuxième phase. Merci, monsieur le directeur général. Votre mot de fin avec la même question. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la deuxième phase? Bon, la deuxième phase, je crois que, comme le directeur l'a dit, déjà au cours des réunions préparatoires, on nous a signifié clairement que avant qu'on ne démarre même la deuxième phase, qu'on doit évaluer la première phase. Évaluer et puis après montrer clairement comment il faut amorcer la deuxième phase dans les rues secondaires et quel type d'aménagement les propriétaires pourraient être. Donc ça, je crois que nous sommes totalement en phase. Et l'essentiel, qu'on puisse joindre les actes à ce qui a été retenu pour que enfin il n'y ait plus d'accroche. Alors pour finir, je voudrais une fois vous remercier et dire
apprécié, je le dis, haut et fort, c'est dit que c'est une décision salutaire, une décision courageuse prise par le gouvernement et qui permet aujourd'hui aux villes de redonner leur blason, de donner le caractère vraiment d'une ville, sans même qu'on ait amorcé les autres types d'aménagements qui sont attendus. Aujourd'hui, quand vous circulez dans Cotonou, vous respirez bien, il y a la visibilité, c'est très bien, mais évitons de nous ranger dans la solution permanente. Reconnaissons à chacun sa place. Merci que les mairies jouent leur partition, qu'on permette aux maires de jouer leur partition et que le gouvernement aussi joue sa partition. Et je le dis parce que le gouvernement a l'obligation d'accompagner les communes avant d'apporter des jugements de valeur sur cette dernière. Voilà. Merci M. Faladé, merci M. Ounou. Nous sommes à la fin de l'émission qui était consacrée à la valorisation des espaces qui viennent d'être libérés, avec comme invité M. Ghislain Ounou, le directeur général du développement urbain, M. Silverus Raoul Faladé, le secrétaire général de la mairie de Cotonou. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à tous ceux qui sont restés de bout en bout. Merci aux techniciens de l'ombre, à l'équipe de réalisation conduite par Christelle Sagouin. Bonne suite des programmes de l'ORTB.